Salam alaikum wa rahmatullah, soyez le bienvenu sur votre plateforme chaîne YouTube Core Eco. Dans cet troisième épisode de l'Union financière, on va continuer à étudier les paramètres du projet d'investissement. Au titre de rappel, on a déjà étudié le premier paramètre du projet d'investissement, à savoir le capital investi ou bien l'équivalent d'un actif économique. Puis, on a étudié la durée de vie. Troisième paramètre, c'est le cash flow ou bien le flux net de trésorerie généré suite à l'exploitation du projet d'investissement. Le quatrième paramètre relatif au projet d'investissement, c'est la valeur résiduelle. Et le cinquième paramètre, c'est taux d'actualisation. Ces deux derniers paramètres qu'on va étudier maintenant. Qu'est-ce que c'est que la valeur résiduelle? Tout simplement, la valeur résiduelle est égale à la valeur de l'actif économique à la fin de la durée de vie du projet d'investissement et que l'entreprise estime à récupérer. Pour le calcul de la valeur résiduelle, malheureusement, ما كاينش شي طريقة bien précise. Ce qu'il fait, c'est que تشوف l'énoncé de chaque examen ou de chaque exercice et à partir duquel vous pouvez la calculer. Donc, généralement, la valeur résiduelle peut être calculée à partir du prêt de cession net d'impôt. Aussi, la valeur résiduelle peut être égale au coût de réutilisation de l'actif économique pour d'autres projets. Troisièmement, la valeur résiduelle peut être égale à la somme actualisée des cash flows postérieurs à l'horizon prévisionnel retenu. Et ce montant que l'entreprise estime à récupérer à l'issue du projet d'investissement, en plus de précision nette, il comprend aussi la récupération du BFR. Pourquoi? Parce que les stocks sont totalement liquidés, les créances clients sont totalement encaissées et les dettes fournisseurs sont totalement réglées. Si la valeur résiduelle est égale au précision nette d'impôt, dans ce cas-là, خصنا نقلب على la valeur nette d'amortissement, خصنا نقلب على واش عندي plus value moins value et à partir de là يمكن لي نحسب le prix de cession net d'impôt. Valeur nette d'amortissement est égale valeur d'origine moins cumul d'amortissement. Par la suite باش نحسب واش عندي plus value moins value خصني ندير prix de cession moins valeur nette d'amortissement. Si elle est supérieure à 0 في هاد الحالة هادي كيكون عندي plus value et par la suite prix de cession net est égal prix de cession moins l'impôt sur le plus-value. Si le prix de cession moins la valeur nette d'amortissement il est inférieur à 0, qui qu'on a dit moins value, dans ce cas-là, le prix de cession net d'impôt est égal le prix de cession plus l'impôt sur le moins-value. Pour bien comprendre cette histoire de valeur résiduelle, on va continuer l'énoncé de l'exemple de notre deuxième épisode. قالوا لنا في l'énoncé que le prix de cession du projet d'investissement à la fin du cinquième année est de 50 000. Calculer la valeur résiduelle. À titre de rappel, quand on a la valeur d'origine est de 300 000, le taux d'amortissement est de 20%, le taux d'imposition aussi est de 20%, le taux de récupération du BFR est de 100%. Donc, premièrement, pour le calcul de prêt de cession net d'impôt, il faut calculer la valeur nette d'amortissement, puis l'impôt sur le plus-value ou bien moins-value. Valeur d'amortissement toujours est égale valeur d'origine moins cumul d'amortissement. Valeur d'origine est de 300 000. Le cumul d'amortissement aussi est de 300 000 parce que l'amortissement est linéaire sur 5 ans. Normalement, à la fin du projet d'investissement, le cumul d'amortissement aussi est égal à 300 000. Dans ce cas-là, valeur nette d'amortissement, l'exemple est nul. Le plus-value est égal le prix de cession moins la valeur nette d'amortissement. Le prix de cession, dans le cas, est à 50 000, moins valeur nette d'amortissement qui est égal à 0, plus-value est égal à 50 000. L'impôt sur le plus-value est égal à l'impôt fois plus-value. 20% fois 50 000 est égal à 10 000. Prix de cession net d'impôt est égal le prix de cession moins l'impôt sur le plus-value. Et 50 000 moins 10 000 est égal à 40 000. Et les valeurs résiduelles, le cas standard est égal au prix de cession net d'impôt plus la récupération du BFR. 40 000 sur le prix de cession net d'impôt, le taux de récupération du BFR de 100%, donc plus 20 000, soit 60 000 la valeur résiduelle. Quand on a le taux de récupération du BFR est de 50%, la valeur résiduelle est égale à 40 000 plus 10 000 est égal à 50 000. ومادام حسبنا la valeur résiduelle qui est égale 60 000, normalement le cash flow de dernière année حتى هو غادي يتبدل. au lieu d'être 88 000 غادي يولي 148 000. علاش؟ لأنه وزدنا 60 000 valeur résiduelle في la dernière année. Passons maintenant au cinquième paramètre et dernier paramètre du projet d'investissement qui est le taux d'actualisation. Si on suit l'exemple de l'épisode numéro 2, ici on veut savoir si le projet d'investissement est rentable ou pas.
Colina, il faut juste comparer la dépense d'investissement et l'ensemble des cash flows générés. Et si le résultat est positif, le projet est rentable. Si le résultat est négatif, le projet n'est plus rentable. Dans notre exemple, 451 200 relatives au cash flow généré, moins les dépenses d'investissement qui ont de 320 000 nous donnent un résultat positif de 131 200. Donc le projet est rentable. Ce raisonnement et cette analyse est vrai et juste, mais en termes nominaux et non pas en termes réels. Tout simplement pourquoi? Parce que les dépenses d'investissement qui est de 320 000 a été déboursé au début de l'exercice N, alors que l'ensemble des cash flows se sont générés par la suite à des dates différentes. Et pour rendre ces deux montants comparables, il faut obligatoirement passer par l'opération de l'actualisation. L'actualisation permet de rendre comparables des flux monétaires qui ne sont pas perçus à la même date. Et pourquoi on procède à l'actualisation? Parce que l'actualisation est fonction à trois facteurs. Premier facteur, c'est le facteur d'incertitude de récupérer votre argent. L'argent ou bien la monnaie d'hier, il est plus certain que la monnaie d'aujourd'hui, et la monnaie d'aujourd'hui, il est certain que la monnaie de demain, et la dépense d'investissement qui était déboursée au début de la période N, ou bien au début de l'exercice N, est une dépense immédiate, est une dépense disponible, est une dépense réelle, est une dépense certaine. Alors que l'ensemble des cash flows, ce sont des montants que l'entreprise estime à récupérer, ce sont des montants que l'entreprise souhaite à générer, ce sont des montants incertains. Cette incertitude de récupérer la dépense d'investissement est due essentiellement à plusieurs facteurs. Ainsi, à titre d'exemple, la spécificité du projet d'investissement, selon l'environnement de l'entreprise, selon l'environnement macroéconomique de l'État. Et à titre d'exemple, si un projet d'investissement qui est pour objectif de construire une usine au bout de 2 ans, juste après la construction, une catastrophe naturelle arrive, tremblement de terre, totalement l'usine est détruite, donc l'entreprise subira un manque à gagner de 2 ans. Et au fur et à mesure qu'on avance au fil du temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'horizon prévisionnel est trop lent, et au fur et à mesure que la probabilité de récupérer la dépense d'investissement est très faible. C'est le facteur temps. Troisième facteur qui influence l'actualisation, c'est le pouvoir d'achat de la monnaie. C'est par exemple, 100 dirhams d'aujourd'hui permet d'acheter un panier de 12 kg de légumes. L'année suivante, ce montant de 100 dirhams ne veut permet que d'acheter un panier de 10 kg de légumes. C'est ce qu'on appelle la hausse générale des prix ou bien l'inflation. Je résume pourquoi on procède à l'opération de l'actualisation. Premièrement, parce qu'il y a une incertitude de récupération de votre dépense ou d'investissement. Et au fur et à mesure que le temps augmente, au fur et à mesure que la probabilité de récupérer de votre argent est diminuée. Et troisième facteur, c'est la dégradation de la pouvoir d'achat de la monnaie du pays. Qu'est-ce qu'on a de l'opération de l'actualisation? On choisit une date 0 à partir duquel nous permet de faire évaluer l'ensemble des cash flows générés au futur et l'évaluer combien vaut maintenant. Si la date 0 est 2020, la date 1 est 2021, jusqu'à la date de 2040, on évalue l'ensemble des flux-là, combien vaut à la date de 2020. Yani, la date 2021, le cash flow ou bien le flux généré 2021, combien vaut à la date de 2020. Le cash flow généré ou bien le flux généré ou bien le montant généré à la date de 2022, combien vaut à la date de 2020. Le flux généré à la date de 2040, combien vaut la date 2020. C'est ce qu'on appelle l'opération de l'actualisation. L'inverse de l'opération de l'actualisation, c'est la capitalisation. C'est-à-dire qu'on choisit une date au futur qui nous permet d'évaluer l'ensemble des cash flows générés avant cette date. La date 2020, 2021, 2022 jusqu'à 2040, combien vaut la monnaie ou bien combien vaut le flux généré à la date 2020 à la date 2040. Combien vaut le flux généré à la date 2021 à la date de 2040. Combien vaut le flux généré à la date 2022 à la date de 2040. Et ainsi de suite. C'est l'opération de capitalisation. Et je vous conseille vivement de faire une petite révision de votre cours de mathématiques financières.
Ce taux d'actualisation en gestion financière, il est appelé le coût global de financement du projet d'investissement. Il correspond aussi au taux minimal exigé par les pourvoyeurs de fonds pour financer le projet d'investissement. Ce taux d'actualisation vient le coût de capital et la moyenne pondérée des différentes sources de financement auxquelles l'entreprise fait appel pour exploiter le projet d'investissement. Mathématiquement, le taux d'actualisation est appelé le coût moyen pondéré du capital. Ce coût moyen pondéré du capital est égal au coût de capitaux propres fois l'importance des capitaux propres par rapport à la structure financière, plus le coût de dette net d'impôt fois l'importance des dettes par rapport à la structure financière. La structure financière est égale l'ensemble des ressources de financement de projets d'investissement est égal les capitaux propres plus l'ensemble des dettes, c'est l'équivalent en valeur monétaire de l'actif économique. Prenons un exemple pour comprendre le coût moyen pondéré du capital. On a comme donné les capitaux propres sont à hauteur de 580 000, les dettes sont de 420 000, le coût de capitaux propres est de 4%, le coût de dette est de 8%, taux d'imposition bien taux de l'IS est de 20%. Calculons le coût moyen pondéré du capital. Premièrement, on calcule la structure financière. La structure financière est égale au capitaux propres, montant du capital propre plus le montant de dette. Les capitaux propres représentent 58% de la structure financière et les dettes sont à hauteur de 42%, c'est-à-dire que 42% comme ressources de financement, ils proviennent des dettes. On déduit donc le coût moyen pondéré du capital qui est égal à 4% fois 58% plus 8% net d'impôt fois 42%, soit 5% comme moyen pondéré du capital. C'est le cas le plus facile pour le calcul de coût moyen pondéré du capital واللي كيكون فيها le coût de capitaux propres les coûts de dette معطيين في chaque énoncé de l'examen ou de l'exercice. Qu'est-ce qu'on doit faire si le coût de capitaux propres n'est pas donné? Dans le cas il faut chercher à partir de deux méthodes. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par le coût de capitaux propres? Le coût de capitaux propres représente le taux minimal exigé par les actionnaires, peut être calculé à partir de deux méthodes. Première méthode, c'est le modèle de Gordon-Shapiro et la deuxième méthode, c'est à partir du modèle de MEDAF. Le modèle de Gordon-Shapiro nous dit que la valeur de l'action à la date 0 est égale dividende que l'entreprise estime à verser à la date 1 sur le coût de capitaux propres moins G qui est égal au taux de croissance des dividendes. Par extraction, le coût de capitaux propres est égal dividende que l'entreprise estime à verser à la date 1 sur la valeur de l'action à la date 0 plus G growth en anglais, taux de croissance de dividendes. Un exemple, les capitaux propres sont à hauteur de 540 000, dettes sont de 180 000, coût de l'endettement est de 6%, taux de l'IS est de 20%, valeur actuelle de l'action de l'entreprise est de 900, dividende par action attendu est de 45 dirhams, taux de croissance du dividende est de 3%. Calculons le coût de capitaux propres par le modèle de Gordon-Shapiro et par la suite le coût moyen pondéré du capital. Le modèle de Gordon-Shapiro nous dit que le coût de capitaux propres est égal dividende que l'entreprise estime à verser à la date 1 sur la valeur de l'action à la date 0 plus G. Le prix de l'action à la date 0 est égal à 900. Dividende que l'entreprise estime à verser à la date 1 est égal à 45 dirhams. G est égal au taux de croissance du dividende. Donc, le coût de capitaux propres est égal à 45 sur 900 plus 3% est égal à 8%. Le coût moyen pondéré du capital, il est égal à 8% le coût de capitaux propres fois l'importance du capital propre par rapport à la structure financière, plus 6% coût de la dette net d'impôt 1 moins 0,2 fois l'importance du dette par rapport à la structure financière. Le coût moyen pondéré du capital est égal à 7,2%. Passons au deuxième modèle pour le calcul du coût de capitaux propres, à savoir le modèle MEDAF, ou bien le modèle d'évaluation des actifs financiers. Ce modèle permet de déterminer le taux de rentabilité attendu par le marché pour un actif financier bien déterminé en fonction de son risque systématique. Ce modèle il se compose de un taux sans risque plus une prime de risque. Un taux sans risque qui représente RF plus prime de risque, les RF moins RF. RF, c'est le taux de rendement des titres étatiques, le taux de placement des obligations et bons de trésor. RM représente le taux de rendement du marché des actions sur le long terme. RM-RF, c'est le prime de risque du marché. Le bêta I représente le coefficient de volatilité de l'action de l'entreprise et qui mesure la sensibilité de l'actif par rapport au marché. On prend un exemple. Le capital propre est de 540 000, les dettes de financement sont 80 000,
Coût de l'endettement est de 6%, taux de l'IS est de 20%, taux d'intérêt des obligations est de 2%, taux de rendement moyen espéré du marché est de 4,5%, bêta des actifs de l'entreprise est de 2, calculons le coût de capitaux propres et par la suite le coût moyen pondéré du capital. C'est-à-dire, pour le modèle de MEDAF est égal, le coût de capitaux propres est égal RF plus bêta fois RM moins RF. RF, fait l'exemple là est égal à 2%. Taux de placement des obligations il est de 4,5. RM moins RF sur le prime de risque est égal à 2,5. Et bêta est égal à 2. En déduisant le coût de capitaux propres selon le modèle de MEDAF, coût de capitaux propres est égal à 2%, plus 2 fois 2,5% prime de risque est égal à 7%. Pour le calcul du coût moyen pondéré du capital, la structure financière est égale à 75% du capital propre plus 25% des dettes. Coût moyen pondéré du capital est égal à 16% coût de capital propre fois 75% plus 6% coût de la dette nette d'impôt fois 25%. Coût moyen pondéré du capital est égal à 6,45% selon le modèle de MEDAF. Fin de cet troisième épisode du module de gestion financière qui a été consacré pour l'étude de deux derniers paramètres du projet d'investissement, à savoir la valeur résiduelle et le taux d'actualisation. La prochaine épisode, Inch'Allah, on va entamer les différents critères de choix entre les projets d'investissement. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.